Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction à Touamassn pour commencer. À Touamassn se tient le Conseil des ministres. Il s'agit du premier Conseil des ministres décentralisé de ce second mandat du président Ange Razouelne. La raison étant l'examen approfondi des maux de la population pour y apporter des solutions. La discussion d'aujourd'hui a porté sur la résolution du problème des eaux stagnantes et des infrastructures à Touamassn, notamment la réhabilitation de la route reliant à Tanarive à Touamassn, la RN2. Je dis Les membres du gouvernement sont à Touamassn pour un conseil décentralisé, le premier de ce deuxième mandat du président Ange Razouelne. La raison de cette tournée gouvernementale est d'examiner en détail les maux de la population et les projets de développement qui doivent être mis en œuvre. Le problème actuel de Touamassn est l'eau stagnante qui pollue la ville et constitue une gêne pour la circulation. Les solutions ont été discutées ensemble. Quand on parle de la RN2, tout de suite viennent à l'esprit les camions et la mauvaise qualité des routes. Le président Ange Razouelne a souligné la nécessité de réhabiliter la RN2, de voir en profondeur les problèmes et d'y apporter des solutions pérennes. Selon lui, la réhabilitation de la RN2 doit être achevée avant l'autoroute. Parallèlement, selon les instructions du président, le pesage des camions doit se faire de façon à ce que les transporteurs ne dépassent pas la limite des poids autorisés. 900 camions par jour empruntent la RN2 chaque jour. Cela provoque également des problèmes tels que des embouteillages et même des accidents de la circulation. C'est pourquoi la voie rapide qui mène directement au port sera construite. Pour améliorer le transport, qui est un levier de développement de cette capitale économique de Madagascar, le curage du canal des Pangalan doit être achevé. Diverses infrastructures pour Touamassn et ses habitants ont également été évoquées aujourd'hui lors de ce Conseil des ministres. Par ailleurs, les membres du gouvernement descendront sur terrain demain pour voir l'avancement des travaux, notamment ceux de Miami, de l'autoroute et du boulevard à Timlau, entre autres. Par la suite, la délégation conduite par le président de la République se rendra dans la région d'Analanzrouf. En politique, le qualificatif de candidat du gouvernement ne devrait plus être mentionné, soutient le candidat du parti Irmar qui se présente aux législatives dans le premier arrondissement, Augustin Ndjamana-Nour. Il n'est plus ministre et réunit toutes les conditions pour être candidat dans la course pour Timbazaz. Il a également assuré qu'il serait un modèle dans le respect de la loi électorale. Andinena Martina, Sa Sylvain et Sechan Janab. Le candidat du parti Irmar est numéro 4 dans le premier arrondissement, dans le bulletin unique à utiliser le 29 mai. Selon le candidat Augustin Ndjamana-Nour, ce chiffre représente la volonté de porter les aspirations et le développement du peuple. Il a rajouté que la plateforme Irmar servira d'exemple dans le respect des règles régissant les élections et que le qualitatif de candidat du gouvernement ne devrait plus être mentionné car le gouvernement n'a pas proposé et n'a pas de candidat. Aujourd'hui, le candidat a informé les habitants de Manartsu Centre et ses alentours qu'il est numéro 4. Il a également annoncé que la plateforme est ouverte à travers un comité de soutien. Et après le tirage au sort du numéro des candidats pour le bulletin unique, la CENI s'occupera de sa conception. En parallèle, la nomination des membres du bureau de vote dans tout Madagascar et des membres du SRMV au sein de districts se fera avant le 29 avril. Les détails avec Céline Nirland. L'impression des bulletins uniques des candidats dans chaque district et tous les documents nécessaires à la gestion des élections sont en cours de préparation. Après le tirage au sort des numéros des candidats sur le bulletin unique et leur ordre d'accès aux médias nationaux, la CENI s'attellera à la conception du bulletin unique dès que les candidats auront donné leur photo d'identité à inclure dans ce bulletin. Selon les explications, ce bulletin portera une marque spécifique et sera imprimé en Afrique du Sud. Grâce à cette marque, il ne peut ni être modifié ni dupliqué.
Le cas échéant, les techniciens de la CENI disposent d'un moyen particulier pour différencier les vrais des faux bulletins. Par ailleurs, en vue des élections législatives, la CENI nommera 5 membres dans chaque bureau de vote, de même que les membres du SRMV, service de dépouillement des votes dans les districts, 30 jours avant la date des élections. Tel que le définit la loi, la liste électorale qui sera clôturée le 15 mai prochain sera utilisée lors de ces législatives. En économie, modernisation, établissement d'une politique budgétaire efficace et promotion de la bonne gouvernance. Ce sont les 3 piliers établis par l'administration fiscale dans le plan stratégique à mettre en œuvre pour les 4 prochaines années. Pour y parvenir, un colloque se tient au CCI VAT pendant 2 jours. Détails sur les images de Yves Janel. La fiscalité est un outil de développement d'un pays. La recette fiscale est indispensable pour réaliser des infrastructures publiques. Au cours des 3 dernières années, le nombre de contribuables n'a cessé d'augmenter, atteignant 1 518 203 en 2023, alors qu'il avoisinait les 722 000 en 2020. En moyenne, 85% des recettes fiscales proviennent des grandes entreprises, suivies à 10% des centres fiscaux et les 5 restants émanant des petites et moyennes entreprises. Pour l'année 2023, 4 233,8 milliards d'ariars ont été introduits par les impôts au sein du Trésor public. L'objectif est de le porter à 5 492 milliards ariars cette année, a indiqué le directeur général des impôts, Germain. Pour ce faire, les efforts devraient être multipliés, a-t-il souligné. En plus de la perception des impôts, la DGI œuvre dans tous les secteurs pour développer le pays, toujours selon son directeur général. De nombreuses visions sont définies par le service des impôts pour ces 5 prochaines années, notamment celle d'augmenter le nombre de contribuables, en particulier les petites et moyennes entreprises. Ces visions sont définies à 3 piliers principaux, notamment la modernisation, la mise en œuvre d'une politique budgétaire efficace et la promotion de la bonne gouvernance, soutient Ramanapa Nuera Ange, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Un colloque de 2 jours se tient au CCI VAT pour consulter tous les employés au service des impôts avant d'établir ce plan stratégique 2024-2028. Les 14 directions régionales y sont représentées. Et puis dans les actualités sociales, la résilience de la population devrait se faire le plus vite possible, selon le directeur général du BNGRC. Par ailleurs, pour améliorer la préparation au risque des catastrophes naturelles, Madagascar a besoin de 339 milliards d'ariars, selon toujours les explications. Fadjasena Mireille, Yves Janel. Mbilbé a été le plus impacté par le passage du cyclone Gamané. Les fermetures de routes constituent aujourd'hui un problème sérieux dans la région. Et pour la région de Sava, c'est l'approvisionnement en carburant qui pose problème. Selon le directeur général du BNGRC, le général Elak Andjiakad, Madagascar a besoin de 339 milliards d'ariars pour améliorer la préparation au risque des catastrophes naturelles, notamment dans la construction des CCO, centres de coordination opérationnelle, la réhabilitation des infrastructures détruites par les cyclones et autres. Par ailleurs, le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour acheminer la nourriture aux victimes, en achetant la production locale par exemple. Et selon toujours le directeur général du BNGRC, le Premier ministre a émis la consigne de rouvrir les écoles dans ces régions. Et puis l'Israël a offert ce jour de l'aide aux sinistrés après le passage du cyclone Gamané. Ces dons, composés de 4 800 tonnes de riz, de 1 200 tonnes de légumineuses et de 400 litres d'huile, ont été remis au BNGRC dans la matinée. 400 familles des régions de Sava en bénéficieront. Le directeur général du BNGRC a remercié le gouvernement israélien au nom du gouvernement malagasy et a promis que ces dons arriveront à leur destination.
Dans un tout autre sujet, la recherche scientifique comme levier de développement, tel est l'objectif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est donc urgent de promouvoir la recherche à travers les différentes stratégies, dont la poursuite du forum de recherche et la coopération avec des partenaires privés, selon le nouveau directeur général de la recherche scientifique qui a pris ses fonctions. Une déclaration faite hier lors de la passation avec son prédécesseur, Natera Goutmaf. La recherche est un domaine qui peut être l'identité d'un pays sur la scène internationale. C'est aussi le domaine qui peut être exploité si les matières ainsi que les moyens sont bien réunis, que ce soit les chercheurs que le domaine de la recherche en général. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la recherche est un levier de développement du pays. C'est pourquoi la promotion de ce domaine constitue l'une des tâches primordiales qui attend le nouveau directeur général de la recherche scientifique du ministère. Il s'agit entre autres de la continuité des travaux de recherche, notamment de la tenue du forum de recherche, qui est un moyen de faire connaître la recherche et ses résultats, selon le nouveau directeur général de la recherche scientifique. La mise en place de la politique de recherche et de l'innovation et la liaison des résultats des recherches au développement, que ces derniers aient un impact sur la population, ont également été discutés au sein du ministère pour améliorer la mise en œuvre des visions pour le développement, selon le directeur général. Rappelons que la passation de service entre le directeur général par intérim, le professeur Lazamana André-Pierre et le nouveau directeur général, Zon Arla Djamanirek, s'est tenue hier 16 avril 2024, conduite par le secrétaire général du ministère, assisté par les chercheurs des centres nationaux de recherche. Et les candidats libres qui passeront l'examen officiel du baccalauréat 2024 seront regroupés dans les chefs-lieux de région des 6 provinces du pays. Ils ne seront donc pas dans les mêmes centres d'examen que les candidats d'école, selon une décision prise durant la conférence des présidents des universités au mois de mars dernier. Une des raisons de cette décision est une meilleure surveillance de ces candidats libres afin d'éviter les fuites de sujets comme lors des précédentes sessions. Toujours un reportage de Natera Goutmaf. Près de la moitié des candidats à l'examen du baccalauréat sont des candidats libres. Ils ont généralement entre 25 et 40 ans, ce qui signifie que la plupart d'entre eux ne sont plus des étudiants. Ce sont des candidats qui ont juste besoin d'un diplôme, notamment pour des visées de promotion dans leur travail. Ils sont également souvent à la base de la fuite des sujets d'examen, comme ce qui s'est produit en 2023 lors de la précédente édition du bac. Compte tenu de cela, les présidents d'universités ont décidé lors de leur réunion en mars dernier de regrouper les candidats libres dans les chefs-lieux de région des 6 ex-provinces et leur dédier un centre d'examen autre que ceux des candidats d'école durant les épreuves du baccalauréat 2024. Selon le directeur Ramazu Soua Irish Parker, directeur de l'enseignement supérieur au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il ne s'agit pas d'une décision du ministère de l'Enseignement, mais d'une décision prise lors du dernier CPU, des 6 universités, des IST et les branches des universités du pays, afin de veiller au bon déroulement de ces examens officiels, mais aussi de mieux surveiller les candidats libres, qui sont souvent source de perturbations durant les épreuves. Chacun devra alors s'y conformer et se préparer dès maintenant, selon toujours les dires de ce directeur. Il a ajouté qu'il est important pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que tous les candidats puissent passer les examens sans perturbation. Il est à rappeler que l'examen officiel du baccalauréat général et technique aura lieu du 22 juillet au 1er août. Durant ces 100 premiers jours, la ministre de l'Emploi, du Travail et de la Fonction publique s'est attelée à la restructuration de la gestion des ressources humaines de l'État, notamment à travers le recensement des fonctionnaires, ainsi que l'établissement d'un bilan des compétences au niveau de chaque département. Ces activités qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale de l'État, qui est la bonne gouvernance, le capital humain. Plus de détails dans ce reportage. Durant ces 100 premiers jours, la ministre en charge de l'emploi, du travail et de la fonction publique s'est surtout attelée au recensement des fonctionnaires et à l'établissement d'un bilan des compétences au niveau de chaque département. Ces premières étapes de la restructuration ont permis de débusquer les fonctionnaires fantômes, mais ont également permis de déterminer aussi bien les besoins en compétences de chaque ministère, ainsi que les compétences disponibles. À cet effet, les commissions de redéploiement des fonctionnaires dans le cadre de la restructuration de la gestion des ressources humaines de l'État ont été mises en place.
Ces commissions sont chargées d'étudier les postes correspondant aux réelles compétences des agents publics au niveau de chaque ministère, selon le bilan des 100 jours du ministère du Travail, de l'Emploi et de la fonction publique. Leurs travaux devraient aboutir à des changements de poste et de fonction des fonctionnaires en fonction de leurs diplômes et de leurs expériences. Le redéploiement devrait se faire en interne, soit au sein même du ministère ou en externe, soit dans un autre département ministériel ou dans une autre institution, ce qui devrait ensuite conduire à la reconversion professionnelle des agents concernés. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Sur le terrain et non au tribunal, auprès de la classe ouvrière et non proche des riches, en campagne dans sa ville natale de Scranton, dans l'État clé de Pennsylvanie, Joe Biden a tenté mardi 16 avril de se démarquer de son opposant Donald Trump. France 24. L'un fait campagne sur le terrain, tandis que l'autre est toujours bloqué au tribunal. Un quotidien bien différent pour les deux candidats à la présidentielle américaine. Ce qui a le don d'agacer Donald Trump, obligé d'assister au deuxième jour d'audience de son procès pénal à New York. Je devrais être en ce moment même en Pennsylvanie et en Floride en train de faire campagne, et dans de nombreux autres États, en Caroline du Nord, en Géorgie. Tout cela vient de la Maison-Blanche de Joe Biden, qui ne sait pas aligner de phrases. Il ne peut pas faire campagne. Ils s'en servent pour essayer de gagner les élections, mais ce n'est pas le cas, c'est plutôt le contraire. Un calendrier judiciaire qui tombe à pic pour son adversaire démocrate. En meeting dans sa ville natale de Scranton, en Pennsylvanie, Joe Biden en a profité pour marquer encore un peu plus le contraste avec son opposant républicain. S'affichant aux côtés de jeunes adolescents, l'actuel président a appelé à augmenter les impôts pour les plus riches et multiplier les piques à l'encontre de Donald Trump. La différence saisissante avec mon adversaire est qu'il regarde l'économie depuis Mar-a-Lago, en Floride, où lui et ses amis riches adoptent les politiques de ruissellement qui ont nui aux familles de travailleurs depuis plus de 40 ans. Valeurs de Scranton ou valeurs de Mar-a-Lago, telles sont les visions concurrentes de notre économie. La Pennsylvanie est l'un des 6 États clés qui pourraient faire basculer le résultat de l'élection de novembre. Joe Biden veut gagner du terrain dans cet État ouvrier où les électeurs restent incertains, faisant de la reconquête de la classe ouvrière blanche l'un de ses objectifs de campagne. Une stratégie qui semble progressivement porter ses fruits. Alors qu'il y a peu, les électeurs de Pennsylvanie semblaient plutôt favoriser Donald Trump, les derniers sondages montrent un changement de tendance en faveur de l'actuel président. Des chars israéliens ont repris position mardi 16 avril dans le nord de la bande de Gaza qu'ils avaient quitté 3 semaines plus tôt, tandis que des frappes aériennes ont parallèlement été menées dans l'enclave palestinienne. France 24. L'urgence, la douleur, la détresse. Sous ce linceul, le fils de Wafa. Il était juste en train de jouer dehors. On n'a rien fait. Je vous jure qu'on n'a rien fait. Vous autour du monde, ce qu'il se passe est mal. Ayez pitié de nous. Arrêtez la guerre. Les enfants meurent dans les rues. Frappe aérienne à Der el-Bala, dans le centre de la bande de Gaza, et de nuit à Jabalia. La guerre dans la bande de Gaza se poursuit. Les chars israéliens ont réinvesti le nord du territoire, à Jabalia, mais aussi à Beit Hanoun, où Internet a été coupé. Les frappes, elles, se sont étendues jusqu'à Rafah, à la frontière avec l'Égypte, dernière grande ville du territoire épargnée par une opération terrestre israélienne, et où s'est réfugié plus de la moitié des Gazaouis. On va faire quoi si les Israéliens entrent? Où est-ce qu'on peut aller? Les camps, les parcs, les trottoirs sont pleins. Il n'y a pas un seul endroit vide. Le gouvernement israélien maintient son projet d'offensive sur Rafah, où, selon lui, 4 bataillons du Hamas sont retranchés et où se trouvent des otages. Selon un sondage, 44% des Israéliens sont pour, même si cela fragilise les relations avec les États-Unis. Les Nations Unies réclament de leur côté une opération humanitaire massive. L'ONU va lancer un appel aux dons de 2,8 milliards de dollars pour aider Gaza, mais aussi la Cisjordanie.
Et pour terminer, les États-Unis vont imposer de nouvelles sanctions visant l'Iran après l'attaque lancée contre Israël le week-end dernier, a annoncé la Maison-Blanche, indiquant s'attendre à ce que ses alliés fassent bientôt de même. France 24. Après les attaques iraniennes contre Israël ce week-end, la riposte des États-Unis sera économique. Je m'attends à ce que nous prenions des sanctions supplémentaires contre l'Iran dans les prochains jours. L'attaque de l'Iran et de ses alliés renforce l'importance du travail du Trésor pour utiliser nos outils économiques afin de contrer l'activité malveillante de l'Iran. Depuis les années 1980, l'Iran est déjà l'un des pays les plus sanctionnés du monde. Embargo sur les importations de pétrole, gel des avoirs de la Banque centrale, des principales banques et de membres du régime, embargo sur les armes. Pourtant, malgré ces sanctions, le régime iranien arrive toujours à entretenir un réseau de milices affiliées ou alliées dans la région. Hezbollah au Liban et en Syrie, coalition Hachd-al-Sha'bi en Irak, Houthi au Yémen, Hamas dans la bande de Gaza et à produire des missiles et des drones lancés pour la première fois depuis l'Iran directement contre le territoire israélien ce week-end. L'Union européenne est sur la même ligne que Washington. L'idée est d'élargir le régime de sanctions existant contre les drones liés à l'Iran et à la Russie, afin d'inclure la possibilité de sanctions pour la fourniture de missiles et pas seulement des drones. Mais les drones iraniens restent utilisés en nombre par la Russie contre l'Ukraine. Ici, un Shahed 136 retrouvé dans la région de Dnipro en février. Plus que le régime iranien, les sanctions sont accusées d'affecter avant tout la population iranienne. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.